Place au parti pris. François Rout, vous restez autour de la table. Et Marion Van Retteringhem, pardon Marion, j'écorche encore votre nom, depuis le temps, nous rejoint pour le parti pris international. Mais c'est vous qui commencez, Rout, parce qu'il y a un autre aspect de ce qui s'est passé hier qui retient votre attention. Vous dites, on ne comprend pas la position de Marine Le Pen sur les retraites. Expliquez-vous, Madame Le Pen. Oui, pourquoi ? Moi je me dis que le Rassemblement national ne peut être qu'embarrassé aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que cette suspension de la réforme des retraites, cette concession de taille du Premier ministre au PS, qu'on l'approuve ou non, vous avez compris, est une nouvelle épine du pied, en fait, des pieds de ces dirigeants du Rassemblement national. Est-ce que cette concession ne met pas en difficulté ce parti, puisque le Premier ministre a promis ce qu'il lui-même demandait instamment depuis 2023. Et c'est Marine Le Pen qui a répondu à nos confrères de France Inter, et on peut parler de gêne, d'embarras à ce moment-là, ce matin. Parce que vous croyez que nous, on est comme le PS, on court après la baballe qu'on nous lance ? Ils nous feront mieux et nous diront aux Français, écoutez, vous allez pouvoir voter là. Vous allez pouvoir voter parce que nous allons obtenir la dissolution, car c'est l'objectif, bien entendu, de cette censure. Et vous pourrez obtenir bien mieux qu'encore une fois que cette vraie fausse suspension. Vraie fausse suspension. Mais est-ce qu'on peut imaginer que ce mot-là peut passer ? En tout cas, il y a un auditeur qui a pris à partie Marine Le Pen, et je voudrais qu'on écoute cet échange entre les deux, toujours sur France Inter ce matin. Je suis très en colère contre Madame Le Pen parce que je suis un électeur de Madame Le Pen, d'accord ? Et Madame Le Pen, je vous ai senti extrêmement mal à l'aise au début de l'interview, car vous allez censurer un gouvernement qui a réussi. Alors les socialistes ont fait très fort, je suis désolé de vous le dire. Ils ont fait un coup politique. Ils ont réussi, Madame, ce que vous n'avez pas réussi à faire, suspendre la réforme des retraites. Je me souviens toujours de votre affiche rouge, en rouge sur fond blanc, non à la réforme des retraites. Elle est pour l'instant, elle est suspendue jusqu'en 2027. Il y a les vraies fausses suspensions et puis il y a les vrais faux électeurs du Rassemblement national. Bref. Voilà, elle a répondu avec ironie, mais enfin on voit bien que le reproche est très virulent. Est-ce qu'il est partagé ? C'est à voir, évidemment, mais en tout cas, ça provoque un questionnement, c'est normal, puisque le Rassemblement national a demandé instamment l'abrogation de cette loi, et que là, elle est suspendue, elle est permise, elle est autorisée, et comme le disait François, c'est vraisemblablement une forme d'abandon malgré tout. Alors d'ailleurs, du coup, quand je dis expliquez-vous, Madame Le Pen, c'est aussi parce qu'en fait, on a beaucoup de mal. Si je vous dis quel est le programme du Rassemblement national sur les retraites, vous savez pas très bien. Ça a pas mal changé. Exactement. Et on a du mal à y voir clair. Exactement. Et c'est ça le problème aussi, c'est que ces électeurs, comme le reste des Français, ont un peu de mal à comprendre, parce que elle a évolué sur ce sujet comme sur d'autres. Rappelez-vous, elle prenait la retraite à 60 ans à taux plein jusqu'en 2022. 60 ans, alors qu'on était déjà à 62 ans depuis un moment. Et puis, elle a amendé, et ce qu'elle a dit dans le programme des législatives de 2024, c'est abrogation de la réforme de 2023, donc pas d'âge légal à 64 ans, retour à 62 ans, durée de cotisation pour le taux plein 42 annuités, mais départ anticipé à 60 ans et 40 ans d'annuité pour ceux qui ont commencé à travailler entre 17 ans et 20 ans. Et plus précisément, même pour ceux qui sont entrés dans la vie active entre 20 et 24 ans, retraite à taux plein entre 40 et 42 ans de cotisation. Bon, faut s'y retrouver, malgré tout. Et puis qui sait, ça va peut-être encore changer, parce que c'est ça qui pose problème. Alors, il y a un autre problème aussi, c'est que Marine Le Pen, elle est alliée avec Éric Ciotti. Éric Ciotti, il est libéral quand même, et il a prôné la retraite à 65 ans pendant sa campagne de présidence au Rassemblement national, chez les Républicains. Et donc, il trouvait déjà cette réforme d'Emmanuel Macron beaucoup trop timorée. D'ailleurs, je lui ai posé la question hier soir. Il était l'invité de Darius Rochebin. Écoutez sa réponse. Il y a une différence avec le Rassemblement national sur les retraites. Je l'ai assumé. D'accord. Lorsque le Rassemblement national a porté une loi pour modifier la réforme des retraites, je ne l'ai pas votée. Et c'est une différence qu'on assume. Bah voilà, ça on assume les différences. Enfin, c'est quand même sur une question assez cruciale. Donc clarification, parce que on ne comprend pas très bien. Conclusion. En votant la censure jeudi matin, c'est-à-dire demain matin, Marine Le Pen, en fait, elle
vote pour le maintien de la réforme de 2023, alors qu'elle veut son abrogation. Donc il y a une contradiction évidente. Deuxième conclusion, et deuxième question surtout, si le gouvernement, comme il l'a annoncé cet après-midi, dépose un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale sur la suspension de la réforme, quel sera le vote du Rassemblement national ? Est-ce qu'il va se prononcer pour cette suspension ou contre cette suspension ? En fait, c'est une question qui n'a pas fini d'embarrasser le parti, et ça n'est pas la moindre des satisfactions, à la fois des socialistes et de Sébastien Lecornu, sans doute. François ? Non, c'est curieux parce que tout le monde est pris à revers par cette affaire. Exactement. Alors, ça a été dit par Jérôme LR, bien sûr, et ça a été dit par vous pour le RN, et par Robert, je crois, au fond, à la fois par vous et par Robert, pour le clan macroniste, en quelque sorte. On pourrait faire le même raisonnement sur LFI, qui va voter lui aussi pour le maintien de la réforme. Les seuls, finalement, qui sont relativement cohérents, c'est les socialistes. Oui, c'est eux qui ont remporté la mise. Et je précise que Jordan Bardella sera ce soir l'invité d'Amélie Carrère et de Darius Rochebin. La question sera certainement posée. Peut-être qu'il y aura les explications que vous réclamez, Ruth. François, votre parti pris économique a-t-il eu, encore une fois, un emballement journalistique ou des observateurs sur les conséquences des tarifs douaniers de Trump ? On annonçait l'apocalypse. L'apocalypse n'est pas là. Et l'apocalypse ne viendra pas, même dites-vous. Il faut attendre encore un peu pour la fin du monde. Et c'est les observateurs et particulièrement les économistes. C'est très troublant, effectivement. Tout le monde pronostiquait un ralentissement des exportations chinoises à cause des taxes qui les frappent aux États-Unis, 30%, et puis une montée de l'inflation, parce que mécaniquement, le fait d'imposer des droits de douane sur les exportations faisait grimper théoriquement les prix à la consommation. C'est pas du tout ce qui se passe. Les exportations chinoises repartent vigoureusement, plus 8,6% pour le marché américain, plus 8,3% pour l'ensemble du monde. C'est septembre 2025 par rapport à septembre 2024. Et puis, l'autre élément troublant, c'est que l'inflation américaine n'a que très peu augmenté. On est à 2,9%. Bon, c'est plus que chez nous, mais j'allais dire pour une économie qui est vraiment dans un régime de croisière, ça n'est pas tant que ça. Oui, on annonçait 4, 5, 6% d'inflation. Bien sûr, on spéculait sur bien davantage. La croissance américaine, qui devait caler aussi à cause de ce choc protectionniste, écoutez, elle est toujours aux alentours de 1% par trimestre. Rappelons que nous ne sommes, en France, pas même à 1% sur l'année. Donc tout ça pour dire que ça va plutôt bien chez Donald Trump et que le pronostic des économistes a été complètement déjoué. Pourquoi ? D'abord, il y a un phénomène qu'on a sous-estimé, c'est que sur tout un tas de produits, la Chine n'est tout simplement pas substituable. Vous voulez acheter une télévision ou des produits électroniques ou des éoliennes, il n'y a pas 50 adresses dans le monde, sauf si vous voulez payer beaucoup plus cher, avoir une télé biscornue ou un téléphone qui marche à 30 mètres et qui n'est pas connecté sur le réseau. Donc on n'a pas le choix et on se dirige vers les produits chinois parce que la Chine a des monopoles industriels de facto. Le deuxième élément, c'est que les hausses de taxes ont été pour l'essentiel avalées par la chaîne des intermédiaires. D'abord par l'exportateur chinois lui-même, qui ne faisait déjà pas beaucoup de marge quand il n'était pas subventionné et qui du coup a mangé une partie de ces taxes, et puis bien sûr par les transitaires, les intermédiaires, les importateurs, les distributeurs, pour protéger leur marché et donc de facto protéger le consommateur. Du coup, les économistes sont pris dans une espèce d'accès de remords, qui est assez rare chez eux. Ils disent, mais au fond, est-ce que Trump n'aurait-il pas eu raison ? Je vous cite une phrase des Échos incroyable, il y a 2 jours, hier. Peut-être après tout, les États-Unis vont-ils s'enrichir grâce à leur potion hétérodoxe de protectionnisme et de fermeture des frontières, assaisonnée d'énergie peu chère, de baisse des taux, de dérégulation et d'investissement dans l'intelligence artificielle. J'arrête là, mais c'était une espèce de litanie, ça vient de la correspondante aux États-Unis, elle voit les choses de près. Et en fait, c'est vrai que le protectionnisme est un mot honni chez les économistes, pour des raisons un peu mystérieuses. Il a toujours été associé à l'entre-deux-guerres, mais c'est un contresens historique, parce qu'en réalité, on dit le protectionnisme a créé la crise des années 30. Non,
ça a été une réponse à l'effondrement de la croissance qui elle-même procédait du krach. Alors évidemment, l'encadrement entre les deux guerres a contribué à dramatiser, mais les pays qui ont appliqué le protectionnisme le plus, l'Allemagne hitlérienne, sont les pays qui sont sortis le plus rapidement de la crise des années 30. Et on a même connu des périodes qui étaient à la fois protectionnistes et où les échanges progressaient. La fin du 19e siècle en Europe. Et évidemment, c'est difficile à admettre, mais en réalité, il faudrait pouvoir considérer que entre libre-échange et protectionnisme, il n'y a pas de solution magique. Tout dépend des secteurs et des époques, mais en tout cas, le protectionnisme n'est pas le diable qui nous a été présenté depuis une trentaine d'années. J'ajoute que du point de vue de l'économie américaine, il y a un autre avantage, c'est que les taxes sont en train de remplir les caisses de l'État fédéral à hauteur de centaines de milliards probablement. Pour un pays qui, comme nous, connaît un déficit tout à fait disproportionné, ça n'est pas négligeable. Mais est-ce que c'est parce que on n'aime pas Donald Trump, il faut le dire clairement, en Europe et en France en particulier, parce qu'on le trouve odieux, qu'on est aveuglé et que tout ce qui se passe, du coup, tout ce qu'il fait, on juge que ça va être catastrophique. Je pense que vous avez raison, David. Le personnage est un afro-jojo et que du coup, il dissimule en réalité sa politique qui n'est pas si baroque qu'il y paraît. Et puis l'autre élément, c'est qu'il y a quand même une espèce de dogme chez les économistes depuis 30 ou 40 ans. Peut-être même 50, mais comme partout, les modes se succèdent et il y a eu la mode du libre-échange et les protectionnismes ont été balayés. Ils reviennent un peu en force là en ce moment parce qu'il y a une alternance, hein. Mais c'est une leçon et un message pour l'Europe. Et évidemment, il n'est pas question de rétablir des barrières protectionnistes au sein du marché unique. En revanche, le fait de se protéger de l'extérieur, c'est une vraie nécessité, sauf à voir l'industrie européenne complètement disparaître. Surtout quand la concurrence est déloyale. La religion européenne du libre-échange. C'est une religion. C'est cela qui a été choqué, qui est complètement prise à contre-courant par le discours Trump, en effet. Et en même temps, c'est totalement illogique parce que le libre-échange, il existe à l'intérieur, mais il n'y a pas de marché intérieur européen suffisamment ouvert. Et on a cette faille alors qu'on doit également avoir des frontières à l'extérieur. Mais vraiment, les situations ont tellement changé. La démondialisation, en réalité, rebat toutes les cartes. C'est vrai. Marion, votre parti pris international, Viktor Orban. Alors, on savait que Viktor Orban, sur énormément de sujets, il était en contradiction avec l'Union européenne. Mais là, ça va au-delà. Vous dites la méthode russe parce que l'espionnage hongrois à Bruxelles est avéré. Alors, si c'est avéré, parce que pour le moment on est au stade de l'enquête, mais une enquête quand même en tout cas la source est fiable, puisqu'il s'agit d'un collectif d'investigation composé du magazine allemand Der Spiegel, qui est quand même sérieux, du magazine autrichien Der Standard, du quotidien belge Die Zeit et d'une ONG hongroise et beaucoup d'autres, qui sont venus à la conclusion que Orban aurait déployé tout un réseau d'agents secrets pour espionner et infiltrer les institutions européennes au moment entre 2012 et 2018. Alors les journalistes décrivent, c'est une histoire passionnante qui donnera sûrement lieu à une série télévisée et c'est un nouveau rebondissement dans cette longue histoire d'amour, de haine et de trahison entre Viktor Orban et l'Union européenne. Donc c'est assez fascinant. Les journalistes ont notamment repéré un certain V, qui était un fonctionnaire au sein de la représentation permanente de la Hongrie auprès de l'Union européenne et qui avait pour mission vraiment de recruter des agents contre contrat et contre engagement, contre argent et contrat d'engagement au sein de l'IH, l'agence de renseignement de services de renseignement hongrois. Et l'ironie de l'histoire, c'est que c'était des méthodes du vieux KGB, le KGB que Orban lui-même combattait, c'était un des grands opposants à l'emprise soviétique sur la Hongrie. Et c'était quoi, des écoutes, alors, ils étaient recrutements chargés d'influencer, alors ça comme les lobbyistes le font, sauf que là c'était vraiment des agents secrets, ils étaient chargés d'organiser des fuites auprès des journalistes et d'infiltrer et d'essayer de pénétrer, d'influencer les institutions par la vision du monde orbanesque de démocratie illibérale
libérale notamment. Alors, ce qui est intéressant, c'est en effet de savoir quand ces opérations d'espionnage ont eu lieu, d'après l'enquête, et ce sont les années 2012 à 2018. Et là, c'est ce moment où Orban revient au pouvoir en 2010, donc après un premier mandat entre 1998 et 2002, puis il y a eu une longue interruption, et son deuxième mandat, il n'est plus du tout le même Premier ministre que le premier, c'est le mandat de la revanche. Il est tout d'un coup empreint d'un nationalisme et d'une rhétorique tout à fait nouvelle. Moi, je me souviens, parce que je l'ai beaucoup suivi, j'ai même été, j'habitais en Hongrie au moment où il était le héros de la jeunesse. Nous étions toutes amoureuses de Viktor Orban, qui était très beau, et c'était à l'époque, oui, il était atlantiste. C'était le héros des jeunes, il était atlantiste, libéral, démocrate, il avait été extrêmement courageux pour se poser. Donc vous étiez amoureuse de lui. Là, c'est l'information que vous nous donnez ce soir. C'est l'information du jour. Et j'ai vu, pour moi, c'est très intéressant parce qu'Orban est vraiment la métaphore ou l'incarnation de cette grande boucle effectuée depuis 1989 entre l'euphorie de la démocratie universelle et le retour au nationalisme et au populisme. Et c'est vraiment, il exprime ça de tout son être avec beaucoup de corruption en plus, ce qui a beaucoup aidé dans sa relation avec Vladimir Poutine notamment. Mais donc, quand il revient en 2010, je me souviens de lui, il commençait déjà à jouer sur la carte de la Grande Hongrie, la Hongrie d'avant le traité de Trianon de 1920, avec donc toutes les régions qui avaient été retirées à la Hongrie, notamment toutes ces minorités qui sont maintenant en Roumanie, en Slovaquie et en Ukraine, qu'il revendique, et ça explique d'ailleurs une de ces liens de connexion idéologique avec Vladimir Poutine, c'est que pour lui, l'inviolabilité des frontières, il est très content si on s'en passe pour récupérer des territoires perdus. Et donc je ne savais pas, tout en assistant à ce grand retournement, je ne savais pas qu'au même moment, pendant ces années-là, il y avait des espions carrément envoyés à Bruxelles. Alors la Commission européenne a évidemment a pris ces allégations très au sérieux. Elle a déclaré diligenter une enquête interne et inévitablement les regards se tournent vers l'actuel commissaire hongrois qui s'appelle Oliver Vahey, qui est commissaire pour la santé et le bien-être animal, pas un poste absolument central, mais il se trouve que ce commissaire, je pense qu'on le voit en photo là, dirigeait la représentation permanente de la Hongrie auprès de l'Union européenne pendant ces années-là. Et au moment où ce fameux V travaillait comme diplomate recruteur. Et donc, d'après les journalistes, il ne pouvait absolument pas ne pas savoir ce qui se passait. Alors lui, il dit « je ne savais rien, j'étais pas au courant de quoi que ce soit ». Budapest dénonce une campagne de diffamation scandaleuse orchestrée par les services étrangers. Et c'est assez comique parce que c'est quand même l'arroseur arrosé, parce que le premier à condamner l'ingérence étrangère et qui plaide en permanence contre les ingérences étrangères, c'est Viktor Orban, qui s'est débarrassé de l'université d'Europe centrale à Budapest, qui était fondée par Soros. Soros, le fameux fondateur de l'organisation Open Democracy, qui est sa bête noire, et dont contre lequel Orban avait orchestré une campagne assez ouvertement antisémite, disons-le, et dont il avait fait vraiment son ennemi public numéro 1. Donc si ces allégations sont avérées, il y aura des expulsions, il y aura alors justement, parce que confrontation diplomatique. Déjà, ça ne fait que confirmer le double jeu de Viktor Orban, qui ne cache pas sa proximité avec Xi Jinping, avec Vladimir Poutine, qui réussit ce tour de force, quand même très habile depuis le temps, d'être à la fois membre de l'Union européenne et de l'OTAN, tout en dérogeant aux principes des alliances et aux principes et aux alliances de l'Union européenne et de l'OTAN. Donc ça confirmerait ce double jeu qu'il mène. Et autant l'Union européenne ne s'est pas expulsée un membre, on n'expulse pas la Hongrie parce qu'on a essayé, il y a des procédures, le fameux article 7, mais pour ça il faut l'unanimité des membres, il a toujours un copain dans la place pour s'y opposer. Et puis que l'Union européenne, qui est trop bonne fille, trop herbivore, comme on le dit beaucoup, n'a jamais pensé ni l'ennemi extérieur, ni l'ennemi intérieur. Mais là, si ces allégations d'espionnage sont avérées, je pense qu'elles se ridiculiseraient en gardant le traître en son sein. L'herbivore pourrait devenir carnivore. Peut-être. Merci à vous trois pour ces partis pris. Merci à vous de nous avoir suivis. Et bon